Ankh Nefer Seneb. Imhotep, Maître Nefer. Soyez les bienvenus sur le plateau du père Ankh Mteouti dans Rao et Tepou. Une rencontre, une aisance, un modèle d'être qui nous réunit chacun, soit pour Kush Kamit Kongotando. On dit nous Kush Kamit Kongotando. Dans le sens que je suis Kush Kamit Congo. Mouke Kush Kamit Congo. Una Kush Kamit Congo. Wango Kush Kamit Congo. Nous nous retrouvons pour communier ensemble. Nous nous retrouvons pour nous regarder les uns les autres et nous reconnaître dans les yeux des autres. Nous nous retrouvons pour apprendre à nous respecter. Nous nous retrouvons pour apprendre à nous aimer. Nous nous retrouvons pour apprendre à regarder l'autre, à s'accepter soi-même. Parce que le problème n'est jamais là dehors, il est toujours là dedans. Commençons par ces rituels. Des reconnexions, nous commençons par l'ouverture de la foi. Je vous invite. Charka, Charch, Baneb, Baba, Baneb, Etz, Baneb, Kaneb, Etz, Kaneb et tous les Medjai à vous lever ensemble pour que nous communions et que nous nous connectons les uns les autres à travers l'ouverture de la voix.
Anatrak embek et nuk embek et. Anatrak api nuk api duanecher. Anatrak serket nuk serket. Anatrak geb sernuf nuk geb sernuf duanecher. Anatrak ast nuk ast. Anatrak amset nuk amset duanecher. Anatrak nit nuk nit. Anatrak domotef nuk domotef duanecher. Anatrak nuts nuk nuts. Anatrak geb nuk geb duanecher. Anatrak shu nuk shu. 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 Nuk shu. Anatrak tefnut nuk tefnut. 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 Nuk tefnut. Duanecher. Anatrak pau necheru. Nuk pau necheru. Anatrak umbo unteru. Nuk umbo unteru. Duanecher. Nuk penukut, nuk penukut, nugar penukakut, nugarkut, nugarkut. Nuk penukut, nuk penukut, nugar penukakut, nugarkut, nugarkut. Nuk penukut, nuk penukut, nugar penukakut, nugarkut, nugarkut. Ank uja se nep duanecher. Douanecher à vous. Et je commence par souhaiter tous ceux qui premièrement nous rejoignent sur les plateaux d'Hyper Ankh MTOT. Nous avons perdu les comptes de combien nous rejoignent chaque semaine et nous sommes de plus en plus ravivifiés. Nous sommes animés par les efforts, compris par tout ce qui nous rejoignent à travers toutes les différentes plateformes. Et vous savez que nous avons lancé ce que nous appelons la religiosité Kush Kamit Congo, qui est un point de connexion. Je sais que nombreux d'entre vous ont tendance à rejeter la religion. Comme disent certains, faites attention à jeter l'enfant, l'eau sale avec l'enfant à l'intérieur. Quand on veut jeter l'eau sale, après avoir lavé l'enfant, on retire l'enfant du bassin et puis on jette l'eau sale. On ne jette pas l'eau sale avec les bassins. Et souvent, c'est l'erreur que l'on fait quand on parle de religion. Parce qu'on prend la tête, les complexes occidentaux des religions révélées, apportées par l'esclavagisme, et on les reconnaît comme mesures pour toutes les différentes expressions religieuses. Mais comment appelez-vous les Ifa? N'est-ce pas la religion Ifa? Comment appelez-vous le bouddhisme? N'est-elle pas la religion bouddhisme? Comment appelez-vous les Kish? N'est-elle pas la religion Kish? La religion n'a rien à voir avec le christianisme. Et toutes les religions ne sont pas révélées. Il existe une infinité de religions. Mais les religions est un plan de reconnexion sur lequel nous devons arriver. Et sans une religiosité mélanoderme, notre combat est difficile. Je ne dis pas qu'elle est perdue d'avance, mais elle est difficile. La religiosité est un point important, d'autant plus que le visible découle de l'invisible. C'est-à-dire, ne peut exister sur le plan physique que ce qui existe déjà sur le plan spirituel, ce qui existe déjà sur le plan des plans énergétiques. Quand on parle de religiosité, de la spiritualité, on s'échauffe. C'est un domaine typiquement scientifique. Quand on parle des sciences quantiques, quand on parle de la psychologie quantique, quand on parle de la physique quantique, quand on parle de la thermodynamique, eh bien, la littérature découlant de tous ces différents aspects appliqués à un modèle de vie est appelée la religiosité. La religiosité est culturelle. Ne pas avoir une religiosité culturelle
C'est avoir des notions sans être en mesure de les agencer pour qu'ils puissent fonctionner. La religiosité est une nécessité. Mais ici, rappelez-vous que la religiosité est culturelle. Ceci dit, nous sommes dans les pleins essors, dans la religiosité Kush Kamit Congo, que je vais prendre quelques instants seulement pour présenter, pour rappeler, pour encore expliquer de quoi s'agit-il. La religiosité Kush Kamit Congo n'est pas une nouvelle religion. On ne parle pas de nouveaux dieux. La religiosité Kush Kamit Congo est la justice sur les plans de la reconnaissance philosophique et religieuse, mais là, moderne. C'est reconnaître que tous les différents peuples d'Afrique, tous les différents peuples mélanodermes ont une religiosité découlant de leur propre culture, découlant de leur propre tradition, découlant de leur propre expérience de vie. Avons-nous tous la même culture en Afrique? Non. La culture découle de l'environnement. Vivons-nous tous dans le même environnement? Non. Ceux qui vivent sur le fleuve ont une culture caractérisée par des éléments fluviaux. Ceux qui vivent au bord des océans ont une culture caractérisée par les éléments océaniques. Et ceux qui vivent dans les montagnes ont une culture caractérisée par les éléments de montagne, montagneuses. Ceux qui vivent dans la forêt ont une culture caractérisée par les éléments forestières. Ceux qui vivent sur la plane, et ainsi de suite. La souche, elle est unique. Et c'est de là que découle la divinité. Mais elle s'exprime de manière différente. Dans la culture intérieure étant la même, ces expressions sont différentes. Et donc, nous avons différentes expressions de nous reconnecter à la même réalité. Qu'est-ce que je veux dire par différentes expressions à nous reconnecter à la même réalité? Eh bien, le mélanoderme qui vit sur l'océan va choisir comme représentation du créateur l'océan, l'eau. Celui qui vit sur la montagne va dire que le créateur Nkulunkulu est un rocher. Celui qui vit dans la savane va dire que Nkulunkulu Nzambian Pungu, eh bien c'est un arbre. Et ainsi de suite, celui qui vit dans les déserts va le voir comme le feu du soleil radiant. C'est ainsi qu'on parle des rats. Ra représente un aspect culturel. L'aspect culturel que Ra représente, ok, c'est propre à la civilisation de la vallée de la joie. C'est dans le désert. Et dans le désert, où nous avons le soleil, nous avons l'élément feu. Mais Ra est désigné comme soleil parce qu'il représente l'élément feu. Ra est aussi l'élément eau. Dans les peuples vivants, non dans les déserts, mais dans la partie océanique. Ra devient l'arbre pour les peuples vivants dans la forêt. Ra redevient quelque chose d'autre pour les peuples vivants sur la montagne. Eh bien, Ra change. Ces différentes expressions de la divinité que nous sommes à travers une nomenclature retrouvable au niveau de l'écosystème, crée la religiosité. Crée la religiosité. Et la religiosité Kush Kamit Congo, justement, porte sur les points de reconnexion, les 4 éléments. Dans la tradition Congo qui est la même, nous parlons des Makukumatatu, les 3 piliers. Les 3 piliers sont représentés par 3 pierres. Et les 3 pierres sont disposées en formation triangulaire. Les Makakumato, on dit les Makakumatatuma Congo, Malamba Congo. Les 3 pierres qui font les Congo. Et nous avons les 3 éléments. Formant un triangle. Mais nous savons qu'il y a un 4e élément. Les 4e élément se trouve au milieu du triangle qui est l'élément feu. Le feu qui permet la transformation. Parce que le feu
transforme l'air. Le feu transforme l'eau. Le feu transforme la terre. De la terre, il la mit en métal. L'eau, il la mit en gaz. L'air, elle la condense ou la densifie. Le feu. Eh bien, ces plans-là doivent pouvoir être recréés. Les trois facteurs désignés par les triangles doivent pouvoir être mis ensemble pour accéder à la flamme divine, à la puissance à Sekhmet. Eh bien, c'est ça la mission que le Kush Kamit Congo se porte. C'est lui de la révalorisation. C'est ainsi que, qui est un Kush Kamit Congo? Eh bien, un Kush Kamit Congo, c'est celui qui a l'amour pour son grand-père. C'est celui qui a l'amour pour sa grande-mère. C'est celui qui a de l'amour pour son arrière-grand-père, arrière-grande-mère, ainsi disant. C'est lui qui reconnaît que le sang qui est en lui n'a pas été créé instantanément, mais il a reçu des générations qui vivent en lui parce que leurs sangs sont passés en lui. Il représente une multitude dans un. La révalorisation de toutes les expressions culturelles, religieuses, philosophiques, mélanodermes, partout dans le monde, mis sur un plan et développe ce qu'on appelle le panthéon de Nichiru. Où tous les différents Nichiru, non seulement parce que dans les panthéons kémétiques, nous avons seulement les divinités kémétiques. Nous avons Ra représenté comme Ra. Nous avons Tefnut représenté comme Tefnut. Nous avons Sekhmet. Nous avons Ampu. Nous avons toutes ces divinités. Mais dans les panthéons Kush Kamit Congo, nous avons Ra, nous avons Yemoya. Nous avons Kapinga, nous avons Oya. Nous avons Oshu, nous avons Sekhmet. Nous avons Eru, nous avons Shango. Et toutes ces différentes expressions sont mises pour recréer l'unité spirituelle, car c'est seulement si nous reconstituons l'unité spirituelle que cette force s'exprimera sur les plans physiques. Aujourd'hui, notre thème, excusez-moi pour avoir pris une tangente. J'espère qu'elle était due. Elle sera encore due. Les événements aux États-Unis ont été marqués par quelque chose qui est répétitif. Et sur cela, je vais commencer. Avant cela, je vais demander, nous allons prendre une minute de silence. Pour George, comment nous s'appelle déjà notre frère pour George Floyd, qui a été brutalement, encore un autre noir, qui a été brutalement assassiné par les forces coloniales aux États-Unis. Je vais prendre une minute et je vous invite à prendre une minute de silence avant de continuer. Douanecher. Je vais inviter à tous les babas du père Hank M. Teouti, de l'Académie de la culture noire kémétique, non seulement les babas, mais aussi les Banev et les Banev, à prendre une position méditative. Parce que le travail que nous allons faire en présent, les Raoult et Tepou de ce soir est un Raoult et Tepou à travers lequel nous allons essayer de rejoindre tout le monde. Nous passons à travers les instruments que vous voyez, mais nous pouvons exprimer d'autres moyens. C'est ainsi que je vais me servir des Baba et des Baneb et Baneb comme point de relais. Je ne demande pas encore cet effort au Caneb et au Canebet, mais je vais demander aux Baneb et des Banebet de rentrer en méditation
Vous pouvez suivre les Rao et Tepou, mais je veux que vous adoptiez une attitude méditative, de manière à ce que vous me servez de relais pour me connecter à toutes les autres personnes et parler de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Douane, nous avons, ouais. Oui, nous allons en profiter pour saluer tous ceux qui nous suivent. Il y a le Baba Menchotep qui est là, Otep. Et il y a aussi Pta Neberger qui dit Douane et Otep. Alors nous avons Viviane Nguelo qui dit bonjour Baba. Il y a GP Folie qui dit Wenzo Fio. Wenzo Fio. Et il dit aussi Otep. Il y a Kwasi Yahoo qui dit Otep. Pta Neberger encore qui dit Otep. Et voilà. Et donc c'est ça. Et puis il y a beaucoup de personnes qui nous suivent qui disent Otep bonjour et vraiment content d'être là. Donc il y a beaucoup de Baneb et Caneb qui sont déjà présents aussi. Douane, donc je vais demander aussi au Caneb de m'aider. J'allais pas les inclure, mais une autre requête m'est arrivée pendant que je suis en train de vous parler. Nous arriverons à nous connecter à plus de gens, personnes, nous étendre comme une étoile d'araignée si vous adoptiez pendant ces Rao et Tepou une attitude méditative, de manière à ce que ma voix ne parle pas de l'extérieur, mais parle de l'intérieur et rejoigne plus de temps possible. Parce que ce que nous allons discuter aujourd'hui est quelque chose d'important. D'où en est-il pour être là? Et c'est une contribution que vous allez nous accorder. Notre frère Georges a été tué. Et cela étonne le monde. Et cela m'étonne. Ce n'est pas la mort de Georges qui m'étonne, mais c'est plutôt l'étonnement auquel nous nous trouvons devant cette mort qui m'étonne. On ne devait pas s'étonner. Cela a été ainsi pendant très 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 longtemps. Aujourd'hui, quand nous parlons du racisme, souvent nous faisons beaucoup de confusion. Le racisme, ce n'est pas un comportement répressif. Okay. Le racisme est une doctrine économique et philosophique. Le racisme est une doctrine économique et philosophique qui a pour objet la confiscation des moyens financiers, des moyens de vie, des moyens économiques d'un peuple, le détournement des biens et des ressources naturelles d'un peuple, d'une race, pour les intérêts d'un autre. Et ce comportement est organisé à travers une répression sur le plan social, comment on dit, un appauvrissement sur le plan social, une injustice sociale, institutionnelle, et une destruction de l'identité. Le racisme n'est pas un comportement de libertinage dû à une malédication. La violence est raciste, comme nous l'avons vu à travers les années, n'est pas comme nous la connaissons, mais n'est comme une forme de répression des formes. Une répression de ceux qui voulaient devenir libres. C'est ainsi qu'aux États-Unis, à l'époque de Frederick Douglass, dans le sud des États-Unis, dans le cours de la tribunal, un procès va être mené pour l'illégalité du lynchage. On va sur les cours du tribunal et on veut présenter une motion pour que le lynchage des Noirs soit aboli. Eh bien, ça n'a pas été le cas parce que la défense, c'est-à-dire la société civile constituée, a présenté comme motion de défense le fait que le lynchage faisait partie d'une culture occidentale, blanche américaine.
et qu'elle a été pratiquée pendant des années et qu'elle faisait désormais partie d'un patrimoine culturel, les lynchages faisaient partie d'un patrimoine culturel. Et que si l'on devait la rendre illégale, la question qu'on posait au tribunal et à la jury, et après les gens ils vont faire quoi? Comment vous pouvez les priver de quelque chose qui est aussi fondamental, qui fait partie de la vie sociale? Et quand on avance l'énoncé selon laquelle, parce que les lynchages constituaient un maltraitement, la réplique de la société civile était ainsi. Vu que les esclavagistes aiment leur argent et qu'avec cet argent, ils ont acheté des esclaves, cela a été assez pour démontrer qu'ils avaient de l'amour pour ces esclaves. Et quitte à ces personnes à maltraiter ces esclaves, ça signifiait brûler son propre argent. Et donc, en vertu du fait que les maîtres d'esclaves aimaient leur argent et qu'avec cet argent, ils achetaient des esclaves, et de par conséquent, l'amour de l'argent était automatiquement transféré sur les esclaves, il était impossible du point de vue législatif soutenir dans les tribunaux que ces gens-là étaient maltraités. Et c'était la fin du procès. Plus tard, grâce à Frederick Douglass, nous allons arriver à l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Mais souvenez-vous qu'on a aboli l'esclavage en la rendant illégale pour gagner la guerre entre le Nord et le Sud. La fin de l'esclavage était une question de tactique militaire et non d'une maturation de la conscience lécoderme. Elle était une tactique militaire pour gagner contre le Sud esclavagiste qui avait dans son sein des millions d'esclaves, des milliers d'esclaves. Et après que la Constitution américaine ait déclaré que toute personne née sur les territoires conquis, appelés devenir les États-Unis d'Amérique, et devenaient automatiquement américains, eh bien les esclaves ont tranché la cloche à leur mettre la nuit et le Nord a été victorieux. Il s'agissait d'une tactique militaire. En fait, juste après la victoire, eh bien on change. On dit que oui, l'esclavage était aboli. Oui, elle était devenue illégale. Mais si on se retrouvait arrêté pour vagabondage au cours sur les rues, ou que l'on était condamné par un tribunal, alors à ce point-là, l'esclavage n'était plus illégal. C'est-à-dire aujourd'hui, et ça c'est la Constitution des États-Unis. Aujourd'hui aux États-Unis, il existe dans les prisons des statuts. Les statuts des hommes prisonniers, qui sont des blancs, et les statuts des esclaves. Parce que l'homme noir, quand, selon la Constitution, rentre en prison et qu'il est condamné, il ne perd son statut, il redevient esclave. Et donc, la nationalité américaine aux Noirs, parce qu'il faut savoir que dans les temps, pendant très longtemps, il a été dit que la nationalité ne pouvait pas être reconnue aux Noirs. La nationalité américaine ne pouvait pas être reconnue aux Noirs. En fait, elle n'est pas reconnue. Elle est donnée au point où, quand vous allez en prison, elle vous est retirée. Et vous redevenez esclave. Et je ne vous dis pas le nombre de morts. Les conditions hors de dignité. Pendant l'esclavage aux États-Unis, les Noirs ont été portés à se comporter comme des animaux pour ne pas être maltraités. C'est-à-dire, dans certains coins des États-Unis, il fallait même marcher à quatre pattes. Il fallait pisser devant tout le monde. Il fallait faire ses besoins que devant tout le monde. Il fallait se comporter comme un animal pour ne pas être maltraité. Parce que dans certains coins des États-Unis, il suffisait de regarder le noir. Il suffisait qu'un noir regarde tout dans le noir, un blanc, pour se mériter 361 coups de fouet. 361 coups de fouet pour avoir regardé tout droit. Maintenant, la question pour laquelle
j'ai dit que je suis étonné de voir qu'on est étonné de la situation que ce genre de choses se passent encore aujourd'hui. Et c'est lui d'avoir pensé, si les lynchages avaient été un problème au XVIIIe siècle, parce que depuis un certain temps, elle faisait partie de la culture des Codères. Si dans les tribunaux, on a décidé que non, elle était un élément, elle a été présentée comme un modèle culturel. Pourquoi pensons-nous qu'ils ont oublié cela aujourd'hui? Ou pourquoi pensez-vous que cela soit disparu? On a accepté une réalité qui n'a existé que pour nos yeux. Le monde, en fait, n'est pas changé du tout. Mais les choses ont changé. Dans le sens qu'on a commencé à prétendre appeler les choses par d'autres noms. Aujourd'hui, nous devons faire ce compte sur cette réalité. Comment aujourd'hui et comment pendant tout cela nous sommes devenus aussi faibles? Et après avoir quitté les États-Unis, maintenant je vais du côté de l'Afrique. Je vais du côté de l'Afrique, je vais faire, avant d'arriver en Afrique, je vais faire un tour dans les Gaïtas, dans les Antilles, à la Réunion et à tous les îles. À tous ces fils et filles des Camarades, il faut savoir un préfet. Quand les Américains mirent les premiers, disent-ils, les pieds sur la ligne, ils implantèrent un drapeau. C'est-à-dire territoire américain. Qu'est-ce que cela signifie? Les Russes ne pouvaient pas venir mettre un drapeau. Parce que les drapeaux américains avaient été déjà mis. Pourquoi avaient-ils mis un drapeau? Eh bien parce qu'ils ne pouvaient pas rester là physiquement. On n'allait pas construire des maisons sur la ligne. Et donc il fallait un élément pour dire que voilà, j'étais déjà ici arrivé. Et cela est respecté sur le plan international. Eh bien, aux Antillais ont été racontés l'histoire selon laquelle ils ont été emportés là-bas comme des esclaves. Un des plus grands mensonges de l'humanité qui a fait que ces territoires aujourd'hui soient des territoires français. Mais comment ces territoires peuvent devenir des territoires français pendant que l'homme de Cro-Magnon a apparu sur Terre il y a 20 000 ans et que nous l'avons précédé d'une période de 180 000 ans? Comment voulez-vous que la France, la Belgique ou l'Angleterre désignent que ces territoires-là deviennent les miens et implantent son drapeau pendant que nous y avons été avant? Et comment voulez-vous que l'on puisse nous dire que pendant 180 000 ans, nous sommes seulement restés en Afrique et que nous avons entendu que c'est lui qui est arrivé il y a 20 000 ans comme l'homme de Cro-Magnon qui ne savait pas parler ni écrire, à la limite marcher à deux pattes, s'est développé, nous a dépassé dans l'échelle naturelle de l'évolution pour être en mesure de nous déplacer, mettre dans des coins pour dire voilà, je t'apporte comme esclave là. D'un point de vue d'un raisonnement aussi platéal, cela est inadmissible. Mais nous avons admis l'inadmissible. Et aujourd'hui, mes frères à La Réunion, mes frères à la Martinique, au Guyane, à Tobago, au Jamaïque, regardent dire, oh, j'ai été apporté comme un esclave, je devais rentrer en Afrique. Non. Les livres Tarana nous démontrent des recherches qui ont démontré que les Gaïtas, des peuples d'Afrique de l'Ouest ont immigré pendant plus de 180 000 ans. Nous avons sillonné tous les espaces du monde habitable. C'est comme ça que je parle de l'Afrique planétaire. Dans le sens que nous avons été les premiers à avoir mis nos drapeaux partout. Et quand je dis avoir mis nos drapeaux partout, c'est-à-dire nous y sommes restés physiquement, sauf les territoires qui étaient froids. Nous y sommes y allés, mais nous ne sommes pas arrêtés là-bas pour vivre. Nous avons été les premiers. Et non, ce n'est pas la guerre entre la Russie et les États-Unis où les États-Unis arrivaient parce qu'il a déjoué la Russie avec des jours. Non. Nous avons été là pendant plus de 180 000 ans.
dans tous les gaïtas, qu'on appelle aujourd'hui Maratana. Ce qu'on appelle les Guadeloupe, nous avons été là. Et comment pouvons-nous accepter que quelqu'un qui vient après, avec la force physique, impose pour dire que, bien, eh bien, c'est son territoire? Mais non. Nous avons été là pendant très longtemps. C'est ainsi que nos ancêtres qui sont partis à la Martinique, nos ancêtres qui sont partis dans la Jamaïque, nos ancêtres qui sont partis à la Réunion, ils ont apporté avec eux le drapeau de l'Afrique et leur installation sur ce territoire fait de ce territoire l'Afrique. Fait de ce territoire Kaba. Fait de ce territoire Kachopa. Et vous devez, mes frères, mes chers frères et sœurs, développer le sens de l'appartenance. C'est la terre de nos ancêtres, c'est la planète Afrique. C'est la planète Kama. C'est la planète Kachopa. Parce qu'ainsi vit la notion de celui qui arrive premier occupe le territoire. Et de par ces faits, nous devons refouler en masse l'idée sur laquelle nous avons des territoires français en Afrique. Non, comment voulez-vous avoir des territoires français en Afrique? Ah ben si on a des territoires français en Afrique, nous devrions aussi avoir des territoires africains en Europe. Il doit y avoir un souci de correspondance. On doit y avoir un souci de correspondance. Où sont les territoires africains en Europe? Pour parler des territoires français en Afrique. Eh bien, nous avons été raconter un mensonge. Le mensonge de l'esclavage. Mais ce que ce mensonge cache derrière, c'est que nous avons été forcés. Les gens diront, voilà comment nos ancêtres qui étaient aussi grands sont tombés. Non, attention. Toutes les recherches archéologiques ont démontré un fait. Toutes les civilisations à partir des Kemet jusqu'à fin, on n'a pas trouvé d'armes en faisant les fouilles archéologiques. Il n'y avait pas de grands murs. C'est comme dans la forêt. Les lions ne se protègent pas des serpents en mettant des murs. Il n'y a aucun animal qui crée des murs quelque part. Il ne s'arme pas. Il suit l'équilibre de la nature. Eh bien, nos ancêtres ils ont été traumatisés en se retrouvant avec un être d'une férocité implacable. D'une férocité incapable qui tuait pour la soif du sang. Ce traumatisme a été puissant et on a été impréparé devant cela. On a été impréparé devant cela. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans une phase, nous sommes rentrés dans la deuxième phase de la prophétie de Marcus Garvey de l'année 133. Et qui commence maintenant avec ce que nous appelons ici la deuxième phase. Et cette phase nous indique comment les choses vont procéder. Nous avons vu ceci comme point indicatif les comportements meurtriers qui a porté à la mort de notre frère George Floyd. Eh bien, voici la deuxième phase. Elle est censée s'intensifier. Elle est censée arriver à un point d'actualisation, de manifestation tellement féroce qu'encore une fois a traumatisé le mental des Africains et des mélanodermes au point où nombreux ne seront même pas en mesure de fuir devant une telle violence, un tel carnage. Shaka Zulu avait battu les Anglais 17 fois. Les Anglais étaient arrivés avec les canons qui tuaient à distance, faisaient exploser les gens. D'armes meurtrières, des fusils avec à la pointe une baïonnette de 45 cm. Avec seul motif de tuer. Les sangs devaient couler. Et ils ont perdu les 7 fois. Ils ont perdu les 7 fois. Avec toute la préparation du monde obscur qui les accompagne,
les mondes des APEP, les mondes de Demirge.